Alors, dans cette présentation, donc c'est de NLP, c'est le traitement naturel, le traitement de la langue naturelle à l'ère de l'IA. Donc, je vais essayer de voir ici les grandes, évidemment, étapes d'évolution, évidemment, de traitement naturel, le traitement automatique plutôt de langage naturel. Actuellement, on est dans une phase vraiment où l'IA a apporté beaucoup de choses. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on parle ici de traitement de langage naturel, c'est le traitement de la langue. La langue, le problème qui s'impose, c'est le problème de modélisation. Comment on peut modéliser cette langue? Alors, à l'époque, les premiers travaux, donc ça sert évidemment à faire le traitement à travers ce qu'on appelle les règles linguistiques. Alors, lorsqu'on parle ici de traitement de la langue naturelle, donc il touche beaucoup d'applications. On le trouve évidemment ici dans les emails, spam ou spam. On le trouve aussi dans la prédiction des mots suivants. D'ailleurs, ça c'est le cas par exemple de Google. Une fois que vous commencez la phrase, il vous donne ici des prédictions, plus ou moins des règles. Il y a évidemment beaucoup d'autres applications. L'une des applications les plus connues à l'époque, c'est de 2011, je me rappelle. C'est le Watson, c'est de IBM, qui a gagné ici, d'accord, les deux grandes savants, en quelque sorte, dans un jeu, d'accord, de prédiction ici de la question, vis-à-vis ici à l'ensemble des réponses. C'est en traitement de la langue naturelle. Alors, lorsqu'on parle ici de traitement de la langue naturelle, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Bon, il est daté dans les années 50. Il y avait évidemment ici un ensemble des tentatives ici de modélisation de la langue. Le plus connu ici, c'est la traduction automatique. C'est entre le russe et anglaise, la langue anglaise. Donc, il s'agit ici, évidemment, dans le champ où il y a la guerre froide entre les différents, évidemment, camps, d'accord. Donc, les traducteurs, ça coûte assez cher. Et donc, l'idée ici, c'est de proposer, évidemment, ici un système qui permet ici de faire des traductions. Donc, c'est une première tentative, d'accord. Il est à la base donc, 60 phrases. Donc, il y a un système, évidemment, avec l'université de Groningen, qui permet ici d'arriver à traduire 60, évidemment, phrases de la langue russe vers l'anglais et vice-versa. Et c'est quelque chose qui est très minime. Ça veut dire si on donne d'autres phrases, on n'arrive pas à le faire. Il y a aussi des agents conversationnels, ce sont les chatbots. Donc, ils sont datés, évidemment, ici des années 60. Ça, c'est l'agent de ELISA qui permet évidemment ici de répondre à des questions aux utilisateurs, mais d'une manière générale, c'était un simple algo. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement reprendre ce que tu as dit autrement. Mais il n'y a pas vraiment de l'intelligence artificielle. Après, il y a des approches qui sont basées sur des règles. Lorsqu'on parle de ces règles, ça veut dire que c'est l'approche de règles, évidemment, linguistiques. Comment on peut modéliser, évidemment, cette règle. Le champ d'application le plus utilisé ici, c'est la traduction automatique. Alors, lorsqu'on fait ici la modélisation à travers la règle, et on veut faire, par exemple, si on prend ici l'exemple de traduction, c'est un problème qui est découpé en plusieurs sous-problèmes. Première chose, il faut analyser la phrase. Donc ça, c'est la première étape pour voir, évidemment, d'accord, le style, évidemment, de la phrase. Après, une fois qu'on analyse la phrase, pour voir ici la règle, on va faire ici un transfert, évidemment, de cette règle vers une langue, d'accord, une langue destination. Après, il y a génération du texte qui sera traduit à la base des règles. À titre d'exemple, vous avez ici un exemple de règle. Le problème qui s'impose ici, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Problème, on n'a pas la possibilité ici d'implémenter toutes les règles. La langue, c'est quelque chose qui est vivant. Aujourd'hui, il y a une règle. Demain, on peut avoir beaucoup d'autres règles. L'interférence entre les règles, d'accord, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a aussi un problème, puisqu'il s'agit ici de la langue naturelle, il y a un problème, évidemment, d'ambiguïté. Bon, étant donné, par exemple, une phrase, j'ai vu Driss avec les jumelles. Quelles jumelles? Est-ce que c'est moi qui porte les jumelles et l'autre, ou ce sont deux filles jumelles? D'accord, donc il y en a beaucoup de sens sur même règle, même si vous faites la règle, à travers l'ambiguïté, d'accord, on ne peut pas en sortir. Et donc l'idée ici, c'est comment on peut voir un mot dans son contexte. Ça veut dire que la partie ici contexte, c'est quelque chose qui est très importante. Un mot X dans un contexte, d'accord, il a un sens. Dans d'autres contextes, il peut avoir, évidemment, ici d'autres sens. Alors, donc, puisqu'ici, il s'agit ici, évidemment, ici des limites majeures de traitement de la langue naturelle, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les approches statistiques. Alors, les approches statistiques,
il est basé ici sur ce qu'on appelle le corpus parallèle. Ça veut dire que vous avez ici un ensemble de textes en français, vous avez ici un ensemble de textes en anglais, et donc on lance ici un algorithme qui permet ici de voir comment cette règle, ou comment cette phrase, elle est traduite dans une autre. Donc il s'agit ici bien évidemment d'un mécanisme qui est supervisé, puisqu'on sait d'avance quelle est la sortie. Alors les techniques qui sont les plus utilisées, les plus performantes à l'époque, c'est les algorithmes Ingram. Alors, le trigramme qui permet ici de basculer de la langue source vers une langue destination à travers évidemment un algorithme Ingram de 3 et chaque balayage, et il va voir bien évidemment ici la correspondance entre les différents éléments. Alors donc il s'agit ici bien évidemment ici d'un algorithme qui est supervisé. Donc d'une manière générale, il est basé sur des techniques de machine learning. Et donc, apprendre à modéliser ici un problème à partir de données. Et d'ailleurs, ça, c'est parmi, évidemment, les nouveaux paradigmes, si vous voulez, comment on peut, évidemment, comment la science elle-même est devenue ici dirigée par la donnée, c'est pas par la connaissance. Une fois que vous avez ici la donnée, elle contient de la connaissance, et la machine, elle peut, évidemment, générer, c'est pas seulement, évidemment, ici une connaissance, mais carrément des règles carrément scientifiques. Alors, d'une manière générale, la modélisation traditionnelle, vous avez ici un ensemble de données, d'accord, et vous avez bien évidemment ici une connaissance, un algorithme spécifique ou des règles, et donc vous tournez ça sur un computer pour avoir le résultat. Alors avec machine learning, c'est inversé, ça veut dire on a ici un ensemble de données et on a le résultat. Et on cherche à trouver quoi? On cherche à trouver ici l'algorithme. Donc ça c'est si vous voulez, la rupture, d'accord, qui est faite avec le machine learning. Et du coup, une fois que vous avez ici de nouvelles données, vous avez déjà le modèle, il est déjà entraîné, il est déjà prêt, et lorsque vous parlez ici de modèle, c'est comme vous disiez ici un algorithme. Et donc, au lieu d'implémenter vous-même un algorithme, donc laissez la machine de trouver, d'accord, cet algorithme. Alors, avec machine learning, donc, il y en a beaucoup évidemment ici de type d'apprentissage, si vous voulez. Le plus connu, c'est l'apprentissage supervisé par renforcement, l'apprentissage non supervisé, et il y a actuellement le self-supervised learning. Donc, d'une manière générale, vous avez ici un ensemble de données. Si on parle ici d'apprentissage supervisé, vous avez un ensemble de données avec des labels. Ça veut dire que chaque élément est là, d'accord, un label, ça veut dire qu'il représente quoi? Et ça dépend aussi de tâches. Par exemple, si on prend ici la tâche de classification, d'accord, vous avez ici un ensemble évidemment de phrases, et vous avez ici la classe. Cette phrase, elle appartient à la classe A et B. Donc, on passe ça vers un algorithme. L'algorithme, il va essayer de voir, d'accord, cette correspondance, d'accord, d'une manière générale. Donc, il va générer ici un modèle, d'accord, un algorithme, selon le modèle A ou B. Et lorsqu'il y a une nouvelle donnée, il va rentrer dans le modèle. On va faire ici, évidemment, une sorte d'approximation, évidemment, ici, de résultats à travers le modèle qui est généré, à la base d'un ensemble, bien évidemment, ici, de données qui sont déjà étiquetées ou labellisées. Donc, il s'agit ici, bien évidemment, d'une approche qui est dirigée par la donnée. Alors, avec machine learning, donc, on peut faire plein de choses. Bien évidemment, ici, la classification de texte. Classification d'un ensemble des textes selon des catégories spécifiques, analyse des sentiments. Est-ce que vous avez une phrase, est-ce que vous voulez voir, est-ce que cette phrase elle représente bien évidemment ici un sentiment qui est positif ou qui est négatif, ou tout simplement c'est un sentiment qui est neutre. On peut aussi faire bien évidemment ici la classification par exemple des emails, et ça c'est l'algorithme qui est derrière bien évidemment les emails de Google. Est-ce que c'est un email spam ou not spam? Donc ça veut dire ici, vous avez ici en termes de classe, vous avez deux classes, mais on peut avoir en tant qu'on veut, bien évidemment, ici de classes. Alors le problème que ça pose ici, lorsqu'on vous parle ici de machine learning, ou vous parlez ici d'un algorithme informatique, la donnée elle ne doit pas être textuelle. Et donc il faut penser ici comment vous pouvez représenter la donnée. Au lieu d'aller vers quelque chose qui est textuel, il faut aller vers quelque chose qui est numérique. Ce sont des 0 et 1 d'une manière générale, puisqu'on parle ici, bien évidemment, ici d'un algorithme qui doit être tourné dans une machine. Alors le problème ici de représentation, bien évidemment ici du texte, d'accord, pour que la machine puisse le traiter correctement avec des algorithmes, et ce sont des algorithmes statistiques, d'accord, ça veut dire qu'il fallait aller vers quelque chose qui est numérique. Il y a plusieurs approches. Alors l'approche la plus basique, c'est ce qu'on appelle un sac de mots. C'est quoi un sac de mots? Vous avez ici un vocabulaire, vous avez un corpus de texte, d'accord, donc on tire ici tous les mots, et pour chaque mot, on va donner ici un vecteur.
un vecteur que représente le mot. Donc, par exemple, vous avez ici un ensemble de vocabulaire, donc A et B, C, et donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici la dimension, évidemment, ici de vocabulaire, et j'ai ici, pour chaque mot, il va être représenté par un vecteur qui a la même dimension que dimension, évidemment, de vocabulaire. Sauf qu'ici, on va mettre 1 pour le mot, et on va mettre 0 pour le Z. Et donc, d'ailleurs, donc si je veux, par exemple, représenter ici boy, donc c'est 0, 0, 1. Donc les 3 par un élément. Et sachant ici, si vous avez ici un corpus, par exemple, imaginez Wikipédia, où on a ici des, je ne sais pas, des 30 000 d'accord, mots. Ça veut dire que chaque mot, il doit être représenté avec un vecteur de 30 000 éléments. Toutes les chances sont à 0, sauf la position, évidemment, selon un dictionnaire donné. Alors ça, c'est une approche qui s'appelle one-hot encoding, qui permet ici de représenter. Ça donne beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que ça permet, bien évidemment, ici à tourner, bien évidemment, des algorithmes d'analyse du texte, via des algorithmes machine learning. Donc, un exemple qui est basique. Supposons que notre corpus qu'il contient exceptionnellement de phrases, les langues sont jaunes et les pentes sont rouges. Et donc, d'une manière générale, ici, le langage que j'ai ici, c'est tout simplement, c'est les mangues sont jaunes, pommes et rouges. Du coup, je peux représenter chaque mot par, évidemment, un vecteur dont la dimension, c'est la dimension de langage. Et si je veux représenter maintenant la phrase, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement une sorte de concaténation. Et du coup, la phrase 1, elle va être représentée par ce vecteur. Et la phrase 2, ça sera représenté par ce vecteur. Sachant que chaque élément, il est représenté par un vecteur. Donc c'est un exemple qui est simple, mais qui permet ici de résoudre le problème de traitement de texte. Alors, lorsqu'on parle ici d'algorithme évidemment d'apprentissage, une fois que vous avez un texte, la première phase à faire, bien évidemment, entre autres, il y en a d'autres, on va parler par la suite, c'est donner les données. Et les données ici ne vont pas être des données qui sont bien évidemment textuelles. Ce sont des données sous format de vecteurs. D'une manière générale, lorsque vous tournez ici un algorithme machine learning ou deep learning, la plupart des cas, ce sont des opérations sur des matrices ou sur des tenseurs. Ça veut dire que ce sont des tableaux de n dimensions. Donc, d'une manière générale, on aura ici une phrase. Donc, par exemple, si on prend le cas ici de classification de sentiments, vous avez ici un ensemble de phrases et vous avez ici le sentiment. Ça sont les labels, d'accord? Et ça, c'est votre texte, d'accord? Alors, première étape, c'est faire un hot encoding, c'est représenter chaque phrase sous format, d'accord, d'un vecteur, et représenter chaque élément, évidemment, de label via, d'accord, un bit ou plusieurs. Ça dépend ici de cas. Après, on tourne ici, évidemment, ici l'algorithme. La nouvelle phrase, lorsque on veut, évidemment, prédire ou faire la classification d'une nouvelle phrase, donc il fallait faire l'opération aussi toujours. Il faut le convertir en vecteur et après, donner ça à l'algorithme pour faire la prédiction. Et la prédiction lui-même, c'est un vecteur et on va le convertir en format textuel. Alors, dans le cas de modèle de classification avec machine learning, donc il permet ici de faire assez de choses, d'accord? Il y en a beaucoup d'algorithmes, mais les plus connus ici pour faire la classification, bien évidemment, du texte, ce sont la régression logistique et le SVM. Ce sont bien évidemment ici des algorithmes qui donnent des bons résultats. C'est quoi, normalement, d'une manière générale, un modèle de classification? C'est de trouver tout simplement une zone de décision. C'est de faire séparer, soit d'une manière binaire, vous avez ici deux classes, ou voire beaucoup de classes. Et du coup, vous avez ici d'une manière générale, soit un axe, soit un plan, ou ce qu'on appelle un hyperplan, qui permet ici de faire la séparation entre deux classes. Donc, il donne des bons résultats, mais il y a beaucoup aussi de problèmes qui s'imposent lorsqu'on parle ici de traitement de la langue naturelle. Alors, la phase la plus importante d'ailleurs, même dans le machine learning, ce n'est pas l'algorithme elle-même, c'est la partie pré-processing, ça veut dire la partie pré-traitement. Et dans la partie pré-traitement des données, ça peut être bien évidemment ici des données textuelles ou des données quelconques, c'est la partie, par exemple, réduction de la dimension. Vous avez ici, votre dataset qui contient des vecteurs de 30 000. C'est très difficile de traiter 30 000. Et d'ailleurs, dans chaque colonne, ça représente une caractéristique. Est-ce que cette caractéristique, elle a une influence sur la prédiction ou sur la classification? Donc, il y en a beaucoup d'algorithmes qui permettent ici, tout simplement ici, de faire ce qu'on appelle l'extraction des caractéristiques ou l'extraction des features.
Alors, dans le cas de pré-traitement de la langue naturelle, on peut passer par, évidemment, un pipeline de traitement. En particulier ici, la partie de tokenization. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre tout le mot ou là on doit prendre seulement la racine de mot? On va enlever ce qu'on appelle les préfixes et les suffixes. On a aussi, là, par exemple, est-ce que je dois prendre tous les mots à titre de même valeur, ça veut dire avec même poids, ou je dois, d'accord, pénaliser, d'accord, des mots par rapport aux autres. Donc il y en a beaucoup évidemment d'algorithmes. Le plus connu ici, c'est le TF-IDF, qui dit, lorsque vous avez un corpus, et vous avez ici des mots dans votre phrase qui ne sont pas présents dans les autres, bien évidemment, documents, ça veut dire que votre élément est plus pertinent. En tant que l'élément est présent seulement dans votre phrase, ou dans votre corpus, ou votre texte, elle est plus pertinent. Parfois, la partie de mots vides. Est-ce que les mots vides, ce sont les stop words, comme par exemple les articles, là, le, les. Est-ce que je dois les garder ou je dois, d'accord, les supprimer? Et ça dépend tout simplement ici de la tâche à réaliser. D'ailleurs, il y en a aussi d'autres, évidemment, ici, étapes pour faire le pré-traitement avant de convertir, bien évidemment, ici, le texte ou la phrase vers la partie, bien évidemment, numérique, ça veut dire vecteur. Et ça permet aussi, entre autres, ça permet ici de réduire la dimension, d'accord, de votre vecteur et votre matrice. Alors, vis-à-vis, évidemment, ces différents éléments, il y avait, d'accord, une grande évolution, évidemment, avec de NLP, c'est-à-dire de traitement de la langue naturelle, à travers le deep learning. Alors, pourquoi? D'ailleurs, il y a ici, avant de faire pourquoi, mais c'est quoi le deep learning? Un deep learning, d'une manière générale, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une sorte de learning, c'est une sorte d'apprentissage d'une manière hiérarchique des caractéristiques. Ce sont les features. Vous avez ici un ensemble de couches, si on prend ici le cas d'un réseau de neurones, vous avez ici un ensemble de couches, chaque couche, ça représente évidemment un ensemble de caractéristiques. Un ensemble de caractéristiques de low level, c'est-à-dire de bas niveau, jusqu'à des caractéristiques de haut niveau. Si on prend, bien évidemment, ici le cas du traitement d'image, vous avez une image, donc la première chose, qu'est-ce qu'on doit détecter? On doit détecter par exemple les traits, les bordures. Après, on va détecter ici ces choses qui sont plus ou moins plus détaillées. Par exemple, si on est ici en train de détecter par exemple le visage. Donc ici, on va traiter le niveau le plus bas, c'est tout simplement les bordures. Deuxième, c'est détecter évidemment les yeux et le nez. Voire, c'est détecter carrément le visage. Ça veut dire chaque stage, chaque étape, c'est une sorte de représentation de l'élément. D'ailleurs, même lorsqu'on parle ici de deep learning, c'est effectivement, le deep, ça veut dire le profondeur, chaque étape, c'est une représentation, bien évidemment, d'un ensemble de caractéristiques d'un niveau assez élevé, assez général, vers quelque chose qui est plus ou moins spécifique. Alors, la différence entre deep learning et machine learning, alors dans machine learning, lorsque vous faites ici l'extraction de features, c'est-à-dire l'extraction de ce qu'on appelle caractéristiques, ça se fait par le scientiste, ça veut dire ça se fait par l'ingénieur ou ça se fait par le chercheur. Cette étape, ça se fait de manière manuelle, c'est la détection exactement des caractéristiques. Après, on va faire la classification, soit avec réseau de neurones, soit avec SVM ou autre chose. Le cas de deep learning, c'est end-to-end, ça veut dire vous donnez des données et laisser, évidemment, ici le réseau de neurones, c'est lui-même qui va détecter, d'accord, et va extraire les caractéristiques. À la base, évidemment, ici des algorithmes, entre autres la descendante gradient ou autre chose. Et donc ça, c'est un avantage qui est majeur, ça veut dire qu'il n'y a pas ici une intervention, bien évidemment, humaine. Par contre, dans le machine learning, c'est obligatoirement, vous devez faire cette étape, d'accord, d'une manière plus ou moins manuelle, où là, il faut aller, bien évidemment, utiliser des algorithmes qui sont dédiés pour l'extraction, bien évidemment, ici, d'accord, des caractéristiques. Alors, lorsqu'on parle ici de deep learning, donc d'une manière générale, c'est un réseau de neurones, évidemment, profond. Ça veut dire plus que de couches. Lorsqu'on parle ici d'une seule couche, ça signifie évidemment tout simplement c'est un simple réseau de neurones. D'ailleurs, on a déjà assisté la conférence de la matinée. Alors, d'une manière générale, c'est un ensemble, bien évidemment, de neurones. Chaque neurone est connecté avec les autres. Et un neurone, c'est quoi? C'est tout simplement une opération mathématique simple. C'est la somme pondérée des poids donnés, bien évidemment, pour chaque synapse. D'accord. Et après, il fallait trouver ici une fonction d'activation. Est-ce qu'on va laisser le signal passer ou là, on va l'empêcher? Évidemment, lorsqu'on parle ici de réseau de neurones,
l'un des fondateurs de Deep Learning, c'est Yann LeCun. Il a dit ici, c'est le cauchemar des théoriciens. C'est le Deep Learning. Pourquoi? Parce que le nombre de paramètres à trouver, le problème d'optimisation, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. Et donc ici, si on prend ici l'exemple, donc aller vers le neurone, si vous avez ici un profondeur qui est assez important, ça veut dire la taille de width, ça veut dire de largeur de réseau il est assez important, ou le height, ça veut dire le nombre de neurones pour chaque couche est important. Donc vous pensez ici combien de temps on doit avoir ici pour trouver les éléments. Et on a beaucoup d'algorithmes qui ont amélioré cette technique évidemment d'apprentissage. Entre autres, vous avez par exemple dropout. Dropout, ça veut dire à un moment donné, je ne vais pas collecter tous les éléments. Je vais choisir d'une manière aléatoire, entre parenthèses, selon la probabilité, je vais enlever quelques nœuds, ici et là, et voir qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire en termes de coût, en termes de fonction d'erreur. Il y en a d'autres, d'accord, pour faire bien évidemment l'apprentissage, il fallait trouver ici ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. Avec combien de pas je dois ajuster les poids. Et normalement, lorsque vous parlez ici de réseau de neurones, c'est quoi? C'est un ensemble, d'accord, des poids. Vous avez ici un point, un point, un point. Il est ici, la finalité de réseau de neurones, c'est quoi? C'est l'architecture, bien évidemment, d'accord, plus l'ensemble des poids. Les poids, c'est quelque chose, le neurone qui va le trouver, mais nous, en tant que, bien évidemment, des architectes de réseau de neurones, c'est à vous de définir ce qu'on appelle les hyperparamètres. Donc, est-ce que je dois enlever, lorsque je fais ici l'apprentissage, d'une manière générale, je peux avoir un taux d'apprentissage qui est constant, ça veut dire que je vais faire l'apprentissage avec 0,01. Ça veut dire la modification des points pour ajuster l'erreur, ça se fait avec 0,0001. Il y en a d'autres algorithmes qui sont plus sophistiqués, c'est pas faire ça. La première pas, il faut aller avec un pas assez important. Ça veut dire que vous faites ici la modification avec une grande valeur. En tant qu'on s'approche de la fonction objectif, c'est-à-dire le minimum, on doit ralentir. Ça veut dire que le poids, ça devient plus. Il y en a beaucoup, entre autres, il y a Momentum, il y en a beaucoup d'autres algorithmes. Alors, d'une manière générale, dans un réseau de neurones standard, dans le cas de Deep Learning, vous avez ici deux passages. Il y a le forward pass, ça veut dire que c'est lancer ici, la donnée, avec des poids. Et donc le problème qui s'impose ici, comment on va initialiser le point, c'est-à-dire le point de départ. Et ça, c'est un problème majeur. On va voir comment il est résolu après. Après, selon cette fonction, puisqu'il s'agit ici de quelque chose qui est supervisé, on va calculer ici, évidemment, ici le taux d'erreur, d'accord, donc avec le loss function. Et selon cette fonction, d'accord, on doit faire la propagation. La rétropropagation, ça revient à faire quoi? Ça revient tout simplement à faire le dérivé. Pourquoi dérivé? Parce que dérivé, par définition, c'est quoi? C'est trouver ici l'ampleur de quelque chose par rapport à l'autre. Et donc, est-ce que tel ou tel poids il a une influence sur l'erreur? Comment on peut évidemment répondre à cette question? C'est tout simplement à travers le dérivé. Dérivé partiel ou gradient. Alors, d'une manière générale, vous avez le va et le vient, d'accord, pour résoudre le problème. Et du coup, lorsque vous faites ici la prédiction, vous prenez ici l'élément, il va être transformé en matrice, d'accord, après, il va faire. Dans la partie propagation, d'accord, forward, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il va passer rapidement. Le problème qui s'impose majeur, c'est le problème de back propagation, où il y a vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que je vais faire ici lancer toutes les données? Vous avez ici, si je prends ici l'exemple, vous avez ici, évidemment, des centaines d'images. Et chaque image est codée de 250 à 250. Et vous pouvez imaginer combien, ça veut dire que vous avez ici une matrice, il y a 1000, et chaque 1000, c'est 250 fois 250. Et donc ici, la partie forward, il n'y a pas de problème. Lorsque je vais faire ici retourner, ça pose un problème. Il y en a, bien évidemment, ici des algorithmes d'optimisation. Entre autres, il y a le mini-batch. C'est-à-dire, au lieu de lancer toutes les données en même temps, c'est fragmenté. Mais comment je vais fragmenter? Est-ce que d'une manière aléatoire? Est-ce qu'il y en a aussi d'autres algorithmes qui permettent ici de résoudre ou de répondre à ce problème? Bien. Alors, dans la langue, bien évidemment, d'une manière générale naturelle, alors prédire, bien évidemment, ou trouver ici ce qu'on appelle un modèle qui représente le langage. Il y en a beaucoup d'algorithmes. Entre autres, en 2008, il y a ce qu'on appelle ici multitask learning. Ça veut dire, au lieu d'avoir bien évidemment ici un modèle qui est conçu, entraîné pour résoudre une seule tâche, et donc ça ne sera pas réutilisable dans d'autres contextes. Donc il fallait aller vers quelque chose qui est multitâche. Multitâche, ça veut dire, vous pouvez avoir ici ce qu'on appelle des couches partagées, qui fait la même chose, presque, pour
toutes les autres tâches. Et dans un niveau, vous faites ici la séparation. Ça veut dire, vous faites ici par exemple, dans le cas de NLP, c'est trouver évidemment la catégorie grammaticale d'un mot. D'autres, c'est trouver le sentiment. D'autres, c'est trouver d'autres choses. Donc, ce sont des tâches qui sont déjà, d'accord, multitâches. Et je peux, bien évidemment, et on a la possibilité ici de résoudre ce problème à travers, d'accord, des multitâches. Donc, d'une manière générale, un single tâche, c'est-à-dire pour chaque tâche, vous avez ici, bien évidemment, un modèle séparé. Dans le cas de multitâche, vous avez un modèle qui permet de résoudre ici deux tâches différentes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ici l'entraînement avec une méthode supervisée, vous avez déjà une tâche qui est déjà prisée. Vous avez un objectif. Et ici, on n'a pas un objectif, on a deux objectifs. On peut avoir, bien évidemment, deux objectifs. Alors, le problème qu'on a parlé ici dans le cas de représentation de mots, alors représenter le mot avec, bien évidemment, une vecteur sparse. Ça veut dire, vous prenez ici ce qu'on appelle le vocabulaire, et vous mettez ici, bien évidemment, ici, le 1 dans le mot, et le reste c'est 0. C'est une méthode qui permet ici de représenter le mot, mais il n'y a pas ici vraiment beaucoup de connaissances. Qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement la position du mot dans le dictionnaire. Pas plus, tout simplement. Alors l'idée ici, c'est quoi? C'est avoir une méthode, d'accord, qui permet ici de condenser en quelque sorte le vecteur, et aller vers quelque chose qui a plus de connaissances. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le World Modeling. Donc il est daté en 2013. Alors l'idée ici de base, ou l'hypothèse de base, c'est une hypothèse linguistique qui dit que des mots qui appartiennent dans un contexte similaire ont plus ou moins, d'accord, une tendance d'avoir évidemment une signification qui est similaire. C'est-à-dire on va voir ici la similarité entre les mots dans un corpus. Imaginez, vous travaillez sur toute Wikipédia. Ça veut dire que ce sont des milliards, d'accord, de pages. Alors l'idée c'est quoi? C'est créer une tâche difficile. Créer une tâche difficile et laisser le réseau de neurones d'apprendre à la base de cette tâche. C'est quoi cette tâche? C'est pour la résolution de cette tâche, donc le réseau, il va apprendre de telle manière, à chaque fois, il va ajuster, d'accord, les poids. Il va ajuster des poids, mais pour résoudre une tâche difficile, il fallait trouver ici une représentation très riche. Donc c'est ça l'idée. Ça veut dire là, le vecteur, il va être généré, c'est une représentation, d'accord, de chaque mot. Donc on est ici dans le texte. Donc, par exemple, à partir, c'est ça la tâche, à partir d'un mot, prédire son contexte. D'accord? Donc d'une manière générale, alors ça c'est le cas de deux algorithmes qui sont apparus en 2013. Ça s'appelle la technique, c'est word to vect. Un mot vers un vecteur. Mais c'est un vecteur, c'est pas un vecteur sparse, c'est pas un vecteur pour tout simplement localiser ici la position. C'est un vecteur qui contient beaucoup d'autres connaissances, en particulier ici, bien évidemment, le contexte où il apparaît le mot. Alors il y a deux algorithmes, il y a Kerbal et il y a Skipgram. Qu'est-ce qu'on donne au réseau de neurones? C'est quelque chose qui n'est pas supervisé, en quelque sorte, plus ou moins. Vous avez ici un texte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ici l'élément et il va essayer de prédire le mot suivant. Donc, il va avoir le mot suivant, il va essayer de prédire le mot suivant. Alors, on passe ça dans un réseau de neurones, simple, hein, c'est pas de deep learning normalement, d'accord? Et à la fin, on va voir, bien évidemment, à un moment, il faut arrêter. Donc, lorsqu'on arrête, on a ici un ensemble, bien évidemment, ici, de représentations de chaque mot. Et cette représentation, ça devient, bien évidemment, ici quelque chose qui a plus, d'accord, de la position. Il y a la position, mais il y a aussi d'autres informations. Donc, ce sont deux algorithmes, c'est le continuous backward et il y a le skipgram. Donc, vous avez ici deux. Soit vous avez ici un mot et vous générez ici un ensemble des mots contexte, à droite et à gauche. Vous avez un mot et essayez de voir combien de mots, les deux premiers mots avant et les deux premiers mots après. Soit c'est continu, ça veut dire que vous avez ici un ensemble de mots et vous essayez ici d'avoir quel est le mot suivant. Et à travers, bien évidemment, d'accord, cette tâche, ça veut dire faire entraîner un réseau de neurones sur cette tâche. À la finalité, on aura bien évidemment ici une représentation assez riche. Donc, Word to Vect, il permet ici de faire assez de choses, sur tous. Il permet ici d'aller de ce qu'on appelle les règles grammaticales vers des règles, bien évidemment, dans un espace vectoriel. Ça veut dire que c'est travailler avec, bien évidemment, un espace. Et donc, le problème qui s'impose ici, c'est le problème de similarité. Est-ce qu'un mot, il est proche? Et comment je peux définir cette notion de proche? Ça veut dire la similarité entre deux. Et donc, il fallait trouver ici, bien évidemment, un moyen pour le faire. Et on a beaucoup dans un... le plus connu ici, c'est la notion de cosinus. Vous avez ici deux vecteurs dans un espace vectoriel. En tant que
la langue elle est petite, en tant que les vecteurs sont proches. L'un est proche de l'autre, d'accord, d'une manière générale. Et on peut évidemment faire beaucoup de choses. Par exemple, je peux faire ici la multiplication, le produit. Par exemple, ça c'est un exemple qui est testé. Un woman, une femme, plus un roi moins un homme, ça nous donne bien évidemment ici comme résultat queen. Ça veut dire que je peux déduire. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, une fois on lance, on peut avoir, il y a la similarité entre, la distance plutôt entre man et woman, c'est la même que entre king et queen. Donc, ce sont des méthodes qui permettent ici de faire beaucoup de choses. Un exemple, donc en termes de similarité, il y en a beaucoup. Le plus connu, c'est la notion de cosinus, mais on peut avoir aussi la distance de Manhattan ou la distance euclidienne ou autre type de distance. Ça, c'est un exemple que j'ai essayé de le faire hier. C'est les mots qui sont proches. On lance ici le mot, on cherche ici quels sont les mots qui sont proches, d'accord, en termes de similarité avec Word2Vec, avec Plétrin. Donc vous pouvez voir que, regardez ici, les mots, ça c'est les premiers mots. Donc ce sont les villes de Maroc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces mots, ils partagent le même contexte que le contexte de Plétrin. De même, vous pouvez le faire avec la langue arabe ou la langue française, ça sera les mêmes. Et donc, une fois que vous donnez ici un mot, vous pouvez récupérer ici les mots qui sont en relation, d'accord, avec ce mot dans un contexte. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi du corpus d'entraînement. Alors, ça, c'est le corpus d'entraînement, c'est Wikipédia. Si vous changez le corpus, vous pouvez avoir d'autres évidemment, valeurs et d'autres noms. Donc, d'une manière générale, il vous donne ici, donc c'est une application même disponible sur le net qui permet ici de donner les éléments qui sont plus proches et à travers ça, on peut utiliser ça sur plusieurs domaines, entre autres, par exemple, l'enrichissement des requêtes. Lorsque vous lancez une requête à Google, vous avez un mot-clé, et donc au lieu de chercher seulement les pages qui contiennent le mot-clé, entre parenthèses, on peut aussi chercher les pages qui contiennent les mots similaires à ce mot-clé. Et donc ça devient évidemment un enrichissement et ça va augmenter la pertinence de la recherche. Alors, parmi les problèmes de back of Word, il y en a beaucoup. Alors, je prends ici une phrase, par exemple, regardez. Je recommande ce produit qui n'est pas mauvais. Je le fais avec back of Word, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle l'indice de la présence d'un élément. Et je fais le 2. Je ne recommande pas ce produit qui n'est pas mauvais. Ce sont deux sens totalement différents, mais ils vont être présentés par le même vecteur. Si je prends ici back of Word, ça veut dire, pourquoi? Parce que vous avez ici un langage, d'accord? Vous avez ici je recommande ce produit, vous avez un, et ça, vous avez un. Ça veut dire que l'ordre, il n'a pas d'importance ici. Word of back, d'accord, les sacs de mots, c'est un sac de mots. Mais est-ce que c'est un mot, il est celui d'un autre ou non? On ne sait pas. Il ne prend pas ça en modèle. Donc, normalement, l'information dans un texte, c'est quelque chose qui est temporel, et donc il faut prendre en considération la séquence. Donc, le fait ici d'avoir un mot avant un autre, il peut changer la sémantique carrément, d'accord, de la représentation. Et donc, l'idée ici, c'est comment on peut prendre ça en considération. Alors, pour prendre ça en considération, il y a bien évidemment ici des nouvelles approches. Entre autres, c'est toujours basé sur le réseau de neurones. Lorsqu'on parle ici de deep learning, souvent on parle ici, bien évidemment, ici de réseaux de neurones. Il y a les réseaux de neurones récurrents qui sont appliqués sur le NLP, c'est daté en 2013. Donc un réseau de neurones récurrent, c'est presque un réseau de neurones. La seule différence, entre autres, d'accord, vous avez ici, d'accord, ça veut dire la sortie de neurones, ça sera l'entrée de neurones le temps suivant. La sortie et ainsi de suite. C'est-à-dire si je veux faire ici un réseau de neurones de cette manière, c'est égal exactement à un réseau de neurones. D'accord? Il est exact. Sauf ici que chaque entrée, d'accord, la sortie de l'élément, ça sera l'entrée de l'élément. D'ailleurs, le reste, c'est la même chose qu'un réseau de neurones. Faire, bien évidemment, l'apprentissage, ça se fait tout simplement à travers la rétropropagation, ou en particulier ici la propagation du gradient. Donc le problème ici, c'est tout simplement, lorsque vous pouvez aller vers un élément, je peux retourner, donc ça s'appelle descendant de gradient, ou faire le gradient par rapport au temps. Le problème que ça pose ici, c'est un problème de mémoire. Alors, vous avez ici un ensemble des mots, et souvent dans la langue, vous avez un mot qui fait référence, il est dans le début de la phrase,
il fait référence à un mot qui existe dans la fin de la phrase. Souvent, c'est la langue. Et du coup, lorsque on va aller d'un élément vers un autre, autant que la profondeur est assez importante, autant on a ici perte de mémoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la possibilité ici d'avoir sur le même vecteur, d'accord, récupérer ou la représenter tous les mots qui précèdent. Et donc l'idée ici, c'est avoir, bien évidemment, ici une autre technique qui permet ici de gérer ce problème de mémoire. Alors, parmi les techniques qui sont très poussées, qui répondent bien, évidemment, au problème de traitement de la langue naturelle, c'est le LSTM. Long Short Term Memory. Donc, au lieu d'avoir ici, dans un réseau de neurones, évidemment récurrent, une seule couche, ici, on a 4 couches. D'accord. Entre autres, par exemple, vous avez ici une couche qui permet ici de faire l'oubli. On a une couche, une fois vous accédez et vous prenez le mot, on va le sauvegarder. Après, je peux bien évidemment décider, avec évidemment une formule mathématique, que je dois oublier ce. Donc il y en a aussi d'autres. Donc d'une manière générale, le STM, c'est un bon technique qui permet ici de résoudre beaucoup bien évidemment, de problèmes, d'accord, séquentiels. Alors le problème qui s'impose ici dans le LSTM, donc ça, ce sont tout simplement des fonctions, soit ce sont des fonctions d'activation où on a les 4 portes, donc LSTM, une porte d'entrée, d'autre de sortie, une autre, bien évidemment, de mémorisation, et une autre, bien évidemment, ici d'oubli, qui permet ici de décider est-ce que je dois oublier, d'accord, l'étape précédente de mémoire ou non. Alors, ce problème, donc, pour avoir, bien évidemment, l'élément suivant, donc, pour traiter ça, il faut traiter ça. Ça veut dire que c'est un aspect séquentiel. Et la langue, l'aspect séquentiel, c'est quelque chose qui est important. Et donc, le problème ici, c'est un problème de séquence. Ça veut dire, si je veux voir évidemment les informations ici, je dois, dans un premier lieu, résoudre ce qui est précédent. D'accord? Et donc, du coup, donc, au lieu d'avoir ça, donc ça c'est un exemple avec un STM, qui permet ici, pour chaque mot, qui permet ici de prédire, bien évidemment. Et d'ailleurs, ça c'est ce qui est implémenté, d'accord, avec un niveau plus élevé, bien évidemment, dans le cas de Google. D'accord? Donc, je peux aussi faire ça avec des tâches différentes. Ça veut dire, à chaque étape, d'accord, dans un réseau de neurones, je passe un mot vers un autre, et j'ai de la connaissance. Une fois que j'ai cette connaissance, je peux décider d'oublier quelques parties de cette connaissance, comme je peux décider ici de garder cette connaissance. Et je peux le faire ça à travers un ensemble, bien évidemment, ici, de tâches. Ce n'est pas une seule tâche, je peux avoir ici multi-tâches. Alors, parmi aussi les techniques utilisées ici pour, bien évidemment, résoudre le problème de la langue naturelle, sachant qu'on est arrivé à traduire le texte vers vecteur, c'est le CNN, c'est le réseau de neurones convolutifs, le convolutionnel. Ça sert tout simplement ici de faire une représentation plus ou moins condense. Vous avez ici, d'accord, une matrice. Donc une matrice, ça peut être image, ça peut être du texte. Avec le texte, carrément, c'est un vecteur. Si vous avez beaucoup ce qu'on appelle de phrases, vous avez ici matrice. Alors, d'une manière générale, vous avez un ensemble de filtres. Et chaque filtre, il va représenter, évidemment, ça veut dire que chaque élément ici, il est représenté dans son point. Et ce point, ça va représenter quoi? Ça va représenter tout simplement une matrice. Donc, la matrice est représentée par un point et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape, d'accord, de softmax ou de, bien évidemment, average, qui permet ici, à la fin, de donner, bien évidemment, ici, une sorte de représentation moins réduite de toute, d'accord, la donnée en entrée. Soit la donnée, c'est du texte ou c'est d'image. D'une manière générale, c'est presque inspiré de traitement d'image. Vous avez ici un texte, on le traduit en tant qu'un word embedding, ça veut dire un vecteur, mais ce n'est pas un pack, d'accord? C'est carrément un word to vector. Il y a aussi d'autres alternatives. Il y a Stanford, c'est Glove. Il y a aussi TextFast, c'est de Facebook, qui permet ici de représenter, bien évidemment, des mots plus ou moins plus intelligents. Et donc, vous avez ici la représentation. On a ici un ensemble de filtres. Pour chaque filtre, je vais générer ici une matrice de dimension moins que la dimension d'entrée, jusqu'à où j'arrive, bien évidemment, ici, au niveau de filtrage. C'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la couche full connected, qui permet ici de faire la décision pour faire la classification entre. Alors, ici, il y a beaucoup de problèmes, soit au CNL, le traitement de la langue naturelle, ou de LSTM, c'est surtout ces problèmes de séquence. Ça veut dire qu'un mot, elle dépend d'un mot, mais ce n'est pas le mot suivant, c'est un mot après. D'accord. Et donc, l'idée ici, donc, comment on peut résoudre le problème? Donc, parmi les techniques ici, il y a, en 2014, il y a une proposition, c'est sexe sur sexe.
séquence to séquence, qui permet ici, d'accord, de faire en entrée, vous avez une séquence, et en sortie, vous avez une séquence. Par exemple, en entrée, j'ai une séquence, une phrase, d'accord, de la langue X. Pour la sortie, je peux avoir une phrase d'une langue Y. La dimension de la phrase A, ce n'est pas obligatoirement la phrase B. On peut avoir ici, d'accord, ce qu'on appelle ici de minute to minute. Ou vous avez ici one to minute. D'accord. Donc, de manière générale, vous avez ici un ensemble de séquences. Alors, séquence to séquence, il est basé sur une modélisation, ce qu'on appelle un encodeur et un décodeur. Ça veut dire, vous avez ici un encodeur qui va encoder, d'accord, la première séquence. Et après, vous avez ici un décodeur qui va, bien évidemment, ici, d'accord, traduire, trouver ici, bien évidemment, les différentes catégories grammaticales de la phrase en entrée ou autre chose. Donc, d'une manière générale, ce sont des réseaux de neurones récurrents. Ça, c'est un réseau de neurones récurrents. Et l'autre, c'est un réseau aussi de neurones récurrents. Donc, il est basé sur la notion de codeur et encodeur. Vous avez un encodeur qui est basé sur un ensemble de réseaux de neurones récurrents. Et vous avez ici un décodeur. Donc ça, il permet, ça veut dire la finalité, qu'est-ce que j'ai ici une matrice, un vecteur, qui représente le mieux, bien évidemment, la séquence. Et une fois que je donne ici on va voir les techniques, ce vecteur vers le décodeur, il va essayer, d'accord, de trouver ici, d'accord, la séquence correspondante. Ça dépend ici de tâches. Et toujours, c'est aller vers une tâche. Est-ce que c'est tâche de traduction, est-ce que c'est tâche de classification ou autre chose. Alors, normalement, dans un encodeur-décodeur, souvent, il n'y a pas de LNM. Il y a le LSTM. LSTM, ça veut dire le Long Short Time Memory, c'est un réseau de neurones avec 4 couches à l'intérieur. Vous avez ici beaucoup de couches. Et donc, chaque élément, vous avez ici, bien évidemment, la dimension ici, c'est 4. Avoir la pêche. Et donc, la finalité, il va être encodé. Et le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir ici la sortie. Il va essayer évidemment ici de trouver. Bon, à LSTM, il va trouver le premier élément de la séquence, et deuxième décodeur, il va trouver la deuxième, et ainsi de suite. Alors, c'est un exemple, bien évidemment, qui est implémenté d'ailleurs dans le Google Traduction. À l'époque, Google Traduction, avant 2012, c'était le Ngram qui est utilisé. Actuellement, il utilise bien évidemment ici un réseau de neurones LSTM. Alors, dans LSTM, lorsque vous avez ici un mot, donc vous avez ici, le H, c'est un vecteur de sortie de l'encodeur qui représente bien évidemment ici la trace. Ça veut dire que la finalité ici d'un encodeur, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur. Mais dans ce vecteur, il y a la représentation de toute la phrase. Ça veut dire de toute la séquence. Ça peut être aussi d'autres choses, pas seulement dans le texte. Et du coup, lorsque la phrase est là, donc elle va essayer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Le décodeur est là, bien évidemment, la phrase. Ça veut dire qu'il a toute, d'accord, bien évidemment, la représentation de la phrase, d'accord, de décodeur. Alors, une fois cette phrase, lorsque je fais ici la traduction, je dois voir quel mot dans cette phrase. Est-ce que le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Alors ça, c'est le problème, ce qu'on appelle attention, c'est les attentions. Lorsque vous voyez une image, souvent, un être humain, une personne, lorsqu'il voit une image, toujours, on va se focaliser sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on va mettre notre attention sur quelque chose. Par exemple, ici, vous avez ici un chien, ici, ce qui est important, ici, plus ou moins, évidemment, c'est stop, il faut s'arrêter, d'accord. Ici, donc, il y a plein de choses, mais on doit mettre attention sur, bien évidemment, ici, le frisbee, d'accord. Et donc, comment on peut dire au réseau de neurones de faire attention à quelque chose? Donc ça, c'est attention. Donc, il est daté dans 2015, qui permet, bien évidemment, ici, d'ajouter cet effet d'attention à l'ensemble des éléments dans un réseau de neurones RNN, c'est-à-dire récurrent. Et lorsque vous avez ici, bien évidemment, une séquence, c'est-à-dire un vecteur, x ou y, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque élément de l'entrée est comparé de l'état courant h-1. Donc ça, et on a ici une fonction, d'accord, qui va définir ici l'attention sur quel élément. L'attention sur élément, elle est basée sur, je ne vais pas présenter tout le formalisme. Vous avez un score, il y a l'attention de IG, qui est égal à l'activation, d'accord, et vous avez la fin, une attention, soit soft, c'est-à-dire ou hard, il y en a beaucoup de types, sur tous les éléments, là sur tout simplement quelques éléments. Donc lorsque vous faites ici ça, donc on calcule ici la pondération, il y a le W, les différents W qui permettent ici de représenter ici cette attention. Et d'une manière générale, je peux après
calculer ce qu'on appelle ici le contexte. Le contexte, ce sera quoi? C'est tout simplement la somme pondérée de toutes, bien évidemment, les points d'entrée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le source attention. Alors, une attention, c'est quoi? Donc, lorsque je passe un encodeur vers décodeur, ça, c'est l'attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de, bien évidemment, voir tout simplement un élément et la finalité de le codeur, il va voir tous les éléments, il va décider ici quel élément est le plus important. Il va porter son attention sur quel élément. Alors, un exemple, comme vous pouvez remarquer ici, lorsque je fais, il y a la traduction de la première élément vers la deuxième, ce qui est en gras, vous pouvez remarquer ici, voilà, donc ça, il est I, pour traduire ça, pardon, pour traduire jour, il va voir 3 éléments. Ce n'est pas seulement un seul élément, il va voir 3 éléments, donc il a un accès sur toute la séquence, et il peut, bien évidemment, après décider quel est l'élément, ou quels sont les éléments à utiliser pour faire la traduction. Alors, après cette... et ça donne vraiment beaucoup d'avancées sur le traitement de la langue naturelle. À partir de 2018, il y a une sorte de rupture, si vous voulez. Là, il y a une sorte un nouveau paradigme qui apparaît, évidemment, aussi pour la représentation, évidemment, de la langue naturelle. Il s'agit ici de ce qu'on appelle des modèles profonds, très entraînés. C'est-à-dire des modèles qui sont très entraînés. Entraîner un modèle qui contient, bien évidemment, ici, bien évidemment, des milliers de couches, c'est pas facile, d'accord. Google et Facebook, ils peuvent le faire, mais les autres labos, ils ne peuvent pas. Et donc l'idée ici, c'est comment on peut, évidemment, travailler avec des modèles qui sont déjà pré-entraînés et qui peuvent être utilisés et réutilisés des tâches différentes. Donc l'idée ici, c'est avoir ça. Mais comment je peux, bien évidemment, utiliser ce modèle entraîné? Alors l'idée ici, c'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage, le transfert learning. Ça veut dire que c'est transférer l'apprentissage d'un réseau de neurones vers un autre réseau de neurones. Alors d'une manière générale, lorsque vous parlez ici de réseau de neurones, c'est un ensemble des couches. On peut avoir bien évidemment l'exemple ici, c'est l'exemple de ImageNet. C'est le fait ici de faire une compétition internationale, ça se fait d'ailleurs toutes les années, ça fait 10 ans, 2012. Ça c'est le démarrage des pleurs. À l'époque, ils disent que ce n'est pas possible de faire de réseau de neurones pour faire la classification. Après, ils ont, d'accord, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de données, il y a la performance en termes de calcul et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a ici des millions d'images et on a 1000 classes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ici l'apprentissage, d'accord, ça fait de faire la classification. Alors, la classification, on fait la classification. Mais pour faire la classification d'une image par rapport à 1000 classes, ça veut dire qu'il fallait avoir une représentation très pertinente. C'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait ici l'apprentissage. Il y en a beaucoup des modèles, Google, Facebook, OpenIA et ainsi de suite. Et donc, on peut prendre ce modèle. Ça, c'est le modèle qui est déjà entraîné, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la dernière couche et on va ajouter notre propre problème. Et donc, du coup, au lieu d'entraîner, bien évidemment, un modèle sur 1 milliard d'images, je peux l'entraîner sur des centaines d'images. Il va donner beaucoup de performance. Pourquoi? Parce que ici, c'est le problème d'initialisation, bien évidemment, des poids. Donc ici, on ne va pas initialiser les poids à 0. Les poids sont déjà entraînés. Et du coup, vous avez ici quelque chose qui est caché. Les différentes stages. On a dit ici que deep learning, c'est quoi? C'est tout simplement une représentation des caractéristiques. Chaque par niveau. Niveau plus bas jusqu'à des niveaux assez importants. Et donc, on va prendre les niveaux qui sont là. Ce sont des niveaux plus ou moins généraux. Ce sont des niveaux plus ou moins universels. Et je peux l'utiliser et je peux le réutiliser. Du coup, lorsque je vais faire maintenant l'entraînement de notre réseau de neurones sur une tâche spécifique, je ne vais pas initialiser les poids à 0, mais je vais utiliser déjà un modèle qui est entraîné sur 1 million d'images sur 1000 classes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très puissant. Et l'avantage ici, c'est que les gens, ils ont fourni déjà le modèle. Il est déjà fourni et vous pouvez l'utiliser, bien évidemment, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle ici fine-tuning, qui permet ici d'adapter ça. Alors, à travers le deep learning et transfer learning, on peut maintenant entraîner des modèles sur du texte et on va l'utiliser. Alors, ici, il y a un accès à tous les vecteurs de cet élément. Ça, c'est ce qu'on appelle self-attention, ou auto-attention. C'est que, évidemment, ici, il y a toujours deux encodeurs, sauf ici. Donc, l'encodeur va opérer sur les éléments
évidemment des résultats très meilleurs. Ça, il y a un article qui est déjà publié en 2018, ça s'appelle Attention is all you need, et qui permet ici de proposer ce qu'on appelle un transformateur. Un transformer, ça c'est l'architecture de manière générale, et qui permet ici de faire le parallélisme carrément de traitement dans un réseau récurrent. Dans un réseau récurrent, donc l'entrée c'est la sortie de l'un, c'est l'entrée de l'autre. Mais on peut le faire. Donc ça c'est d'une manière générale, vous avez ici un ensemble qui est basé sur celle, et chaque élément, vous avez ici un entête d'invention qui va calculer, évidemment, ici l'invention qui va être portée sur quoi, d'accord. Et ici vous avez ici 8 niveaux de LSTM. D'ailleurs, il y a beaucoup de modèles qui sont basés sur ça. À la base de ça et à la base du transfer learning, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le modèle pré-entraînement. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qui est récent. Donc, vous avez ici une AMF, il y a GPT-2, il y a à l'époque GPT-1, il y a ERT. ERT, actuellement, c'est l'un de l'état de l'art, carrément, de traitement automatique de la langue naturelle. Alors, BERT et toutes les successions, ce sont évidemment des variations de BERT. BERT, vous avez ici le BERT, qui est fait par Facebook. Il y a une TTNN par le poste, et ce sont des dérivés de BERT. Ça fait 3 mois. Il y a Camembert, d'accord, ça c'est pour la langue française. C'est dédié par la langue française. Mais BERT, il y a pour un modèle entraîné pour la langue anglaise, mais il y a un autre qui est entraîné sur multi. Et comme vous pouvez remarquer ici, si on prend ici le cas de Camembert, donc c'est une version, elle est entraînée sur 138 gigabits de texte, ça veut dire des milliards de texte. Alors voilà, donc ça c'est pour la forme en GitHub. Donc c'est un bidirectionnel encoder representation from transformer qui permet ici à utiliser deux photos, et ils vont varier ça sur deux tâches. Ils vont faire entraîner, bien évidemment, un réseau de neurones récurrents sur deux tâches. La première tâche, c'est quoi? C'est au niveau des mots, ça veut dire trouver le mot suivant. Et la deuxième tâche, c'est la phrase qui succède. Est-ce que, vous avez ici deux phrases, est-ce que cette phrase, c'est la succession d'un nombre? D'accord, donc c'est de manière générale. Vous avez ici le bug, comme vous pouvez voir ici, le bug large, c'est 24 layers. D'accord. Et vous avez ici 1024 hidden. Et sales hit de attention. Il nous ramène à 340 millions de paramètres. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très énorme. D'accord. Actuellement, il y a GPT-2, 1 milliard et quelques millions de paramètres. Et on peut l'utiliser. D'accord. Alors, BERT, donc d'une manière générale, il travaille ce qu'on appelle avec le langage masqué. Alors, au niveau de la prédiction de mots, qu'est-ce qu'il fait? Donc, pour entrer une phrase, il fait un masque. Et vous avez un de ces paramètres. Ça, c'est le début de la phrase. D'accord. Vous avez un masque. Et il lance le réseau de neurones pour qu'il détecte. C'est quoi cet élément. D'accord. Il va entraîner sur cette tâche. Deuxième tâche, c'est une tâche assez facile, assez difficile plutôt. D'accord, c'est déterminer la séquence entre les phrases. Il donne une phrase, voici la phrase avec le masque, et voici la phrase, ou vous avez une autre phrase, non texte. Et donc, il va voir, il va être entraîné de telle manière de trouver, c'est de réduire la fonction Ross pour avoir la possibilité de prédire la phrase carrément. Alors, BERT, c'est un ensemble encodeur et décodeur avec self-attention. Et ça, c'est vraiment pour entraîner ça. Il fallait beaucoup de performance et beaucoup de temps. Alors, ce qui est avantageux ici, vous avez ici le modèle déjà pré-entraîné, et je peux faire bien évidemment ici le fine-tuning, c'est-à-dire je peux faire le transfert learning. Vous avez ici le burst. Après, si vous avez une tâche spécifique, vous n'avez pas assez beaucoup de données, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser ici. D'accord, le transfert learning pour faire évidemment soit dans un système de questions-réponses. Par exemple, vous lancez ici la question en langage naturel et vous le trouvez ici. Ce n'est pas le document, mais c'est la réponse carrément sur l'élément. Alors, bref, ça c'est plus ou moins, je fais les choses rapidement. Alors, évidemment, il y a un avancé qui est majeur. Alors, hier, BERT, les gens de Microsoft, ils ont lancé une autre version, s'appelle Albert. Little BERT, qui permet de résoudre le problème de performance. Il est déjà disponible. Alors, est-il possible d'apprendre une langue entière à partir d'un corpus de texte? Sachant que vous avez ici, normalement, toutes les applications actuellement. Vous avez ici Wikipédia, vous avez ici Twitter, vous avez ici Facebook ou autre chose.
Et l'apprentissage, ça se fait à la base de ça. Mais vraiment, est-ce qu'on peut apprendre, évidemment, ici, à travers la langue, à travers un texte? C'est comme vous disiez ici, est-ce qu'on va apprendre à travers le livre, ou là, on doit apprendre à travers la vie réelle? Donc ici, le fait ici, normalement, langue, par exemple, vous avez ici GPT-2, c'est très performant. D'ailleurs, il a fait une buse dans les communautés scientifiques, ils ne veulent pas fournir le modèle. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il est très dangereux. Pourquoi? Il permet ici carrément de générer, c'est pas seulement de forme, mais aussi de fond. Et ça va augmenter ici les fake news. Et donc, il faut penser comment résoudre le problème avant de fournir ça. Mais à côté de là, il permet de générer une certaine phrase de type allumer le feu sous l'eau. Il n'y a pas de sens. D'accord, il n'y a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il fallait un demande physique. Ça veut dire lorsqu'on touche le feu, ça brûle. Si vous faites ici le feu dans l'eau, ça va être éteint. D'accord. Donc, ce qui manque dans les réseaux de neurones, c'est cet aspect physique. D'accord. Ce qu'on appelle, il y a un local, il appelle ce qu'on appelle le sens commun. Si vous avez par exemple une personne, par exemple moi, donc, où sont mes pieds? Pour vous, vous déduisez les pieds. Mais pour imaginer, il a tout simplement cette partie. Il ne peut pas l'inouïr. Et donc, le sens commun, il n'existe pas. Et donc, d'ailleurs, comment on peut introduire la partie physique, c'est-à-dire la rivière, vers, évidemment, un modèle neuronal qui permet ici d'apprendre. Il y a ce qu'on appelle Pinot, ça c'est l'un des fondateurs de Deep Learning. Il a lancé ici un projet, c'est l'apprentissage, évidemment, avec une expérience sensorielle. Ça veut dire, la langue elle-même, c'est injecté avec des modèles, mais avec des robots. Et lorsque le robot il va interagir avec le monde réel, il va apprendre plus et il va modéliser plus d'informations. De manière générale, actuellement, il fallait les gens qui pensent à modéliser ici la langue, et on a vraiment fait là-bas beaucoup de choses. Et est-ce que les règles grammaticales sont toujours là ou non? C'est une question qui sera toujours posée. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on voit bien que c'est hyper assez dans le domaine de l'intelligence artificielle et ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Hein. Et ça m'a fait penser donc, aux robots téléprésentateurs chinois. Donc, ils s'adaptent à la matière de l'information. Donc, ces sentiments s'adaptent à la matière de. Je ne sais pas si vous connaissez donc, le robot présentateur chinois. Donc, c'était en 2018, je crois. 2018, c'est ça. Ok, donc on va ouvrir donc, la session des questions, s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Question. Vous n'avez pas encore, je pense, cité le type de fonction d'activation. La fonction d'activation, ça dépend de réseau. Ça peut être des montages, ça peut être Ryu, ça peut être évidemment une fonction d'activation. Ici, le cas de TLSTS, il y a quatre fois, et on a deux fonctions d'activation. Il y a la fonction d'activation tâche, d'accord, et il y a la fonction d'activation ici, c'est moyen. D'accord. Et c'est souvent, dans la fonction d'activation, souvent dans la plupart des cas, comme par exemple tâche, on l'utilise ici à la fin. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même prendre une décision. Relo, souvent, on l'utilise ici à l'intérieur de. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez ici une grande valeur, et vous faites ici le dérivé, il faut garder est-ce que cette valeur est assez importante ou non. Et donc Relo, il permet ici de donner cette information. Oui. Merci pour votre présentation qui est assez riche, qui nous a mené vers l'historique, le langage naturel. Bon, j'ai une simple question concernant peut-être les features caractéristiques qui ont été associées au monde. Le fait de penser ce qu'on peut appeler un bank of features. Parce que le bank of features, ça peut représenter le contexte, l'aspect séquence. Et ça pourrait être le résultat d'un réseau qu'on pourrait passer via transfert à un autre réseau. Oui, en termes de terminologie, on peut l'appeler un bac de. Mais regardez, lorsqu'on parle ici de bac de quelque chose, un bac de contexte, un bac de Word, ça veut dire que vous avez ici des mots séparés des autres. Chaque mot est séparé des autres. Chaque contexte est séparé des autres. Et parfois, surtout, lorsque vous avez ici un texte, vous avez ici le fragment, c'est la phrase. D'accord? Vous pouvez prendre le paragraphe. Dans le paragraphe, vous avez ici quoi?
beaucoup de contextes, c'est pas qu'un seul. D'accord. Donc lorsqu'on fait ici background of context, ça veut dire tout simplement chaque contexte est séparé des autres. Mais normalement dans la langue naturelle, souvent, d'accord, il y a un contexte qui est global et on a des contextes qui sont locaux. D'accord. Donc les contextes qui sont locaux, il y a une liaison. Ça veut dire si, je vous donne un exemple en arabe. Ce mot, ce n'est pas fichak. Comment vous pouvez le représenter? Ça peut être patrick. Et même vous le mettez dans le contexte. C'est le même contexte, mais le sens. Donc il faut aller vers les phrases suivantes ou les phrases précédentes. Du coup, ici, le contexte, même dans un mot ou dans une phrase, il fallait ajouter. Il y a aussi un autre problème, un problème idiomatique. Par exemple, lorsque quelqu'un il a répondu bien, dans la langue française, on dit ici, il m'a rechauffé le cœur. C'est quoi la traduction de ça en arabe? C'est l'inverse. C'est vraiment une question culturelle. L'arabe, il apparaît le Sahara, vous avez remarqué. Et donc ici, vraiment, il y en a d'autres aspects. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas le représenter en le modélisme. Et d'une manière générale, actuellement, il dépasse l'état de l'art, 24%. C'est quelque chose qui est énorme. Vraiment, c'est quelque chose qui est énorme. Mais en termes de technologie, on utilise souvent ici l'ensemble du future. La finalité, vous avez ici tout simplement une instruction. C'est bon, oui. Je vous remercie pour cette. Voilà, donc c'est un problème très intéressant d'ailleurs pour le traitement des langues. Mais est-ce qu'une langue est statique? Bien sûr. Donc je donne quelques exemples. Par exemple, pour le mot Rafara. Donc à l'origine, Rafara c'est caché, c'est satara. Bon, avec l'évolution et avec l'utilisation de arabe, donc ça devient tout simplement pardonner. Donc si on veut faire une traduction, ça va être pardonner. Donc à l'origine, si on regarde les textes anciens, que ce soit le Coran ou bien la poésie arabe ancienne, donc dans beaucoup de textes, Rafara, c'est pas vraiment pardonner. C'est seulement cacher quelque chose. Donc on lui dit Rafara. Le truc qui me dit le slah. Donc si je prends un autre mot, même famille d'ailleurs, le kafara. Donc ce que les musulmans connaissent, c'est kafara, c'est-à-dire il a nié l'existence de Dieu. Kafara, non, c'est pas ça, c'est tout simplement satara. C'est exactement la même chose que rafara, donc c'est la même famille. On pourra penser à ce que les deux mots sont différents. Non, ils ne sont pas différents, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on dit kafara de nous, c'est-à-dire pour satara, c'est dans le sens de satara. Si je prends le mot afa, c'est exactement la même chose que rafara ou kafara, ils sont tous de la même famille. Mais avec l'évolution du temps, si on regarde les textes actuels, il y a des mots qui concernent tout simplement pardonner. Donc pardonner. Par contre, safaha c'est satara wa maha. C'est-à-dire qu'il a effacé complètement les faits. Est-ce que, maintenant, notre technologie, notre méthode, elle tient compte de l'évolution historique de la langue? Nous laissons l'arabe de côté, donc si on va à la langue française, donc le Molière, 17e siècle, beaucoup de mots ne signifient pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Donc la langue française a beaucoup évolué d'ailleurs dans l'écriture orthographe et aussi dans le sens, la sémantique. Donc est-ce qu'on pourra vraiment donner des trucs qui sont spécifiques à chaque ère du temps pour ne pas violer les textes? Si je veux traduire des textes philosophiques par exemple de Descartes, je peux entrer dans des contradictions énormes parce qu'il faut tenir compte du contexte historique de la langue d'abord et de la pensée ensuite. C'est ça que je dis, la langue c'est un être vivant qui bouge, qui évolue, donc il faut faire attention avec. Donc c'est pas vraiment une traduction
Non, d'ailleurs, on travaille l'équipe sur un projet. Ça veut dire c'est comment on peut avoir un acteur qui représente le mot vis-à-vis du temps, sachant qu'un mot, le contexte où il apparaît, le sens, il est différent d'un cycle à un autre, dans une période à une autre. Il y a toujours ça de problème. Et donc, l'idée ici, c'est il faut penser, c'est quoi votre tâche finale? Qu'est-ce que vous faites avec le très bon texte? Est-ce que vous faites ici dans l'enseignement? Est-ce que vous faites ici de la traduction? Est-ce que vous faites X, Y, Z? Et ça, c'est une tâche. Il faut l'avoir. Et à la base de quoi? Ça veut dire que le document, ça peut entrer. Si ce sont des documents anciens, donc le Word ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il est basé, ça, c'est basé sur le corpus Wikipédia. Tout le corpus Wikipédia, plus quelque chose de truc. On ne trouve pas, ça veut dire là, vous trouvez ici le mot, mais le contexte d'apparition, ça veut dire la fonction, elle n'est pas riche. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Merci pour cette ma question va directement aux thématiques d'application de l'intelligence. Comment on peut appliquer ça dans l'école marocaine? D'ailleurs, on travaille dans un sujet deux sujets de test sur le plagiat. La plagiat d'idées, c'est pas plagiat des phrases, des mots. Carrément, c'est plagiat d'idées. Ça veut dire, souvent ça c'est le cas, malheureusement. Le fait d'essayer d'avoir un document, d'accord, et on peut reformuler toute la phrase de telle manière, tous les autres outils de plagiat, on ne peut pas le détecter. Mais l'idée, elle est là, la même. D'accord. On travaille ici. Il y a aussi un autre travail sur l'évaluation des travaux des chercheurs. Actuellement, on parle ici de H-index. Mais c'est quoi ça? C'est des informations statistiques. Ça veut dire que je peux citer quelqu'un pour le critiquer. Qui va monter là? C'est Louis. Oui, H-index, il est là. Mais je le critique. Vous avez. Et donc ici, il fallait avoir ça c'est aussi de la langue naturelle. Il y a aussi un autre projet sur comment on peut raconter un générateur des histoires, des contes pour les enfants. Un enfant, le texte, normalement, développé est très bien, ce qu'on appelle le pattern matching. C'est la forme. Mais le fond, la sémantique. Il fallait le monde physique, il fallait beaucoup de choses. Pour ça se développe ça, souvent il n'y a pas vraiment beaucoup de sémantique derrière, de raisonnement. D'accord. Surtout, il y a 3 ans, 4 ans, ce qui est nécessaire, c'est les concepts, les mots, la terminologie. Et on essaie ici de voir, évidemment, c'est un générateur des histoires, d'accord, qui permet ici d'évoluer le vocabulaire des enfants. D'ailleurs, là aussi d'autres champs d'application. J'ai une question qui va dans le même sens que celle de professeur Sophie. Donc, si on prend le contexte marocain, les langues berbères, il y a 3. Comment est-ce que vous vous intéressez à cet aspect? Donc, je ne sais pas, Chaman, Genosus. Il y a l'équipe, il y a quelques collègues qui travaillent sur l'intelligence. Le problème qui s'impose ici, c'est le problème de la source, de la donnée. Lorsque vous voulez faire l'apprentissage, il fallait quand même un corpus. Il faut avoir un corpus pour faire l'apprentissage. C'est un problème majeur. Il y a les commentaires d'Express, la plupart c'est intelligent. D'accord, c'est ça le travail sur cet aspect. Mais jusqu'à l'hiver, on a travaillé avec le NLP. On a travaillé à l'époque vers une sorte d'apprentissage à travers mobile de la langue amazienne. Ça veut dire que la personne qui va par exemple parler au café, donc l'application qui va donner ici des éléments qui sont liés au café avec la langue amazienne. D'accord, avec final. Il y a cette application, c'est une test déjà, ça fait 3 ans, d'un collègue qui travaille sur le sujet. Si je veux. Merci, cher professeur. C'était très général. De toute manière, tous les gars de présentation, ils sont allés au-delà de présenter un sujet, mais vraiment tout le contexte. Mais c'est vrai, peut-être parmi les applications des NART en thèse, qui utilise le NLP, c'est essayer à partir d'un texte d'extraire des idées, projets dans le contexte d'une communauté. D'accord. Mais bien sûr qu'on a besoin de toutes les techniques, comment résumer, comment extraire, d'accord, des thèmes à partir d'un corpus. Ou peut-être aussi pour répondre à ce que c'est Hassan, on parle aussi
Donc le traitement du langage, on se base sur des corpus. Donc si je lui donne comment digitaliser, comment numériser le corpus. Donc il a appelé ça Cheikh Jalili, il va développer une compréhension des mots. Après, il faudrait peut-être ajouter du temps, le temps. Je vous dis, voilà, un seul modèle, mais c'est pas compliqué, je pense pas que ce soit. C'est faisable, logiquement. Au lieu d'avoir un vecteur, vous avez 3 vecteurs. Voilà, exactement. Un modèle mixte. Voilà, D'ailleurs, les gens aujourd'hui, ils mélangent les choses. Ils la voient, l'analyse parmi les applications. D'ailleurs, ça les beaucoup à l'économie, le marketing, etc. Où le traitement du langage est vraiment Facebook, ce n'est que ça. Google, ce n'est que ça, d'ailleurs. C'est pour recommander des produits à des clients, pour orienter des gens vers les produits, pour faire du marketing. C'est ça, la recherche de Google. Beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a le cas, mais beaucoup de gens le disent, on a pratiquement l'intelligence artificielle, c'est le traitement du langage. Parce qu'on retrouve le langage partout. Bien sûr, parce qu'on mélange la voix pour détecter le sentiment de quelqu'un. On prend la voix et on prend le contenu du texte et on combine les deux pour dire est-ce qu'il est content, mécontent. Est-ce qu'on va manière avec laquelle les jeunes d'aujourd'hui expriment leurs besoins. Là, ils disent comme ça. Si on a la donnée, un décodeur. Si on a ce qui vient avec ce que a présenté, c'est que la machine, il a juste besoin de données. Elle, ça ne l'intéresse pas. Parce que la langue, c'est quoi? C'est un codage du sens. Tu codes le sens comme tu le veux, comme tu veux, d'accord. Il va le traduire. Le travail, ça doit être 3 mois, et il y a une équipe chinoise qui travaille sur les tendances. Les articles, il y a l'archive, archive.org, les articles scientifiques, ils travaillent sur les tendances de la recherche scientifique liée. Avec machine learning, prédiction de. Vers où ça peut aller. Merci, Stéphane. Merci pour votre exposé très pertinent. Ma question, c'est est-ce que c'est la même méthodologie? Là, vous avez cité la méthodologie pour la traduction d'une langue à une langue, phrase, c'est écrit. Mais la traduction vocale, phrase, ou la même phrase vocale, est-ce que c'est la même méthodologie? Il y a beaucoup de. Les traducteurs, là-bas, les traducteurs automatiques, on peut parler ou en même temps. Voilà, il y a la traduction de la voix vers le texte, il y a la phrase, il y a la traduction, mais la traduction, une fois elle est traduite dans le texte, d'accord, en français, il va traduire le texte en français et va le ramener vers la langue. Le partenaire. Il y a la voix, un signal. Après, il y a la deuxième, c'est ce qui est actuellement en tant qu'état de marque. Même la voix vers le texte, elle combine les deux. Elle combine le signal, le signal qu'il faut, ou même parce que le signal, on peut avoir des erreurs. Quand on gère les modèles aussi, pour dire est-ce que le signal qui est traduit au mot, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est correct. Et là, c'est le langage, la probabilité que le mot est vrai. On voit bien qu'on peut exposer à hauteur petit. Mais il est sachant qu'il reste beaucoup de choses qu'on comprend. Il est formé de mathématiques derrière. Il n'a pas. C'est énorme. On doit compris une question. Malheureusement, j'ai raté la conférence, mais j'ai une question personnelle. J'ai fait quelques recherches sur l'intelligence artificielle, mais je n'arrive pas à différencier entre les algorithmes traditionnels et les algorithmes de l'intelligence artificielle. L'essence de la différence entre أنا غادي يكون عندي في هذا الشيء غادي نخدم في الاشكال حيت انا غادي ندير دي شوز بازيك دونك ils vont répondre bien. Je suis qu'on a parlé ensemble, ça c'est juste une base. On peut
il a pu faire cette différence. Il a utilisé son intelligence. C'est ce qu'on veut de la machine, c'est de senser cette intelligence. Je lui donne un texte et à elle de senser cette intelligence. C'est pas à travers une base de données que je lui donne. Vous, une base de données. À part l'apprentissage, on va passer par exemple L'intelligence artificielle, c'est plus que ça. Mais la première étape, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la première étape. C'est par la suite que ça vient l'intelligence. Il y a l'apprentissage par renforcement. Donc c'est l'action, l'environnement, il va refaire l'action autrement. Il y a un type de voilà, un type d'intelligence. C'est pour Les gens, l'environnement, les mots de la base. je